cette histoire raconte l'histoire d'une injustice, d'un massacre qui n'a pas lieu dans les djebel lointains et invisibilisés de ce qu'on appelle la guerre d'Algérie, mais qui a lieu au cœur de Paris. C'est l'histoire d'une manifestation pacifique de travailleurs et algériens et de leurs familles à Paris, le 17 octobre, un mardi, pour protester contre un couvre-feu raciste. Parce que les gens oublient que nos parents avaient une carte d'identité française. L'Algérie était française. Donc, il y avait la mention français musulman d'Algérie. Bien. Et ces familles, on leur a interdit de sortir. On leur fait un couvre-feu du préfet Maurice Papon en date du 5 octobre. Et ils décident de dire, nous, on n'est pas vos esclaves. On veut l'indépendance de notre pays. On veut se battre pour notre dignité. Et on descend dans les rues de Paris pour nous montrer. C'est un mardi. Ils mettent leur plus belle tenue. Voilà, ils sont endimanchés, les femmes, les hommes. Il y a les enfants. Et c'est là qu'il se passe un massacre. Nous sommes en 2025. On ne sait toujours pas le nombre de travailleurs algériens qui ont été assassinés ces jours d'octobre. Plusieurs dizaines, ça c'est sûr. Plusieurs centaines, c'est probable. Mais encore aujourd'hui, on ne sait pas. Personne n'a été poursuivi. Personne n'a été poursuivi. Ce sont les policiers en tenue, les gardes mobiles qui n'étaient pas dissimulés, en tenue, qui ont tiré dans la foule des Algériens, qui ont jeté les Algériens à la Seine, qui les ont parqués comme des chiens au parc Coubertin, au Palais des Sports, à Vincennes, au centre d'autri de Vincennes. Et aujourd'hui, on nous dit, mais c'est du passé. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Jamel Selmet et vous êtes sur Un pavé dans la mare, le podcast qui interroge la question d'appartenance et qui explore l'identité en mouvement, celle qui évolue avec le temps, les rencontres, les choix que l'on fait ou que les circonstances nous imposent. Et pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Mehdi Lalaoui. Mehdi, merci d'avoir accepté mon invitation. De rien, merci. Mehdi, tu es écrivain, réalisateur et militant. Tu as plus de 30 ouvrages à ton actif. Tu as exploré des histoires que l'on connaît peu, comme celle des immigrés en France, des luttes sociales et des mémoires oubliées. Pour les auditeurs qui te découvrent, est-ce que tu peux te présenter juste en quelques mots ? Donc, Mehdi Lalaoui, je suis un soixantenaire, je suis né à Argenteuil, dans une ville du Val d'Oise, et je suis le 5e d'une fratrie de 11 enfants. Tes parents sont originaires d'Algérie, tes parents se sont installés en France en 1952, à Besançon si je ne me trompe pas. Voilà. Comme de nombreuses familles immigrées de l'époque, tes parents ont dû faire face à des conditions de logement précaires. Et cette question du logement précaire, du logement des immigrés, tu l'as exploré dans ton documentaire Du bidonville au HLM, dans lequel tu retraces leur parcours dans l'habitat, avec le schéma classique que l'on connaît, bidonville, cité de transit, HLM. Oui, absolument. Du bidonville au HLM, ça a été ce que je vais faire toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Ça a été un triptyque, ça a été un livre, ça a été un film documentaire et ça a été une exposition qui a circulé pendant des années et qui réinterroge le logement social, pas seulement l'immigration, mais le logement social, les conditions de vie et cette mutation urbaine qu'on a eue entre les années 50 et les années 70. Et du bidonville au HLM, ça a été un travail
travail de longue haleine, avec toujours, parce que c'est pas l'urbain qui m'intéresse, voilà, c'est ce qui se cache derrière l'urbain, c'est-à-dire les êtres humains. Alors, du bidonville HM, c'est pas seulement les migrants, c'est beaucoup les migrants, puisque j'ai travaillé sur le bidonville de Nanterre, mais c'est les gens qui, au sortir de la guerre, n'ont pas où se loger. Hein. Les gens oublient que au sortir de la guerre, il y a 4 500 000 logements qui ont été détruits avec cette guerre. Il n'y a pas eu de reconstruction. Et donc, au sortir de la guerre, voilà, ça touche toute la population française. Et après, il va y avoir les émigrants, nos parents, qui vont arriver pour reconstruire la France. Et ils vont pas trouver où se loger, donc ils vont se mettre là où ils trouveront. Moi, mes parents ont commencé à habiter dans un grenier à Beson, chez une sainte femme qui s'appelle Mame Charel, qui est une ancienne résistante, et c'était un grenier complètement aménagé avant qu'ils ne trouvent quelques années plus tard un HLM. Ils n'ont pas connu le schéma classique de beaucoup d'immigrés. Bidonville, cité de transit, HLM. Si, bien sûr. Bidonville, logement précaire, c'est le, comment s'appelle, le schéma habituel pour ceux qui viennent en région parisienne dans l'émigration algérienne, en tout cas. D'accord, mais pour tes parents, c'était plutôt du grenier. Absolument. Du grenier au HLM. Bon, c'était un grenier, c'était pas avec les souris, les cartons, voilà, voilà, et les tables de ping-pong à l'abandon, c'était, voilà. Toi, tu es né en 1957 à Argenteuil et tu as grandi dans le quartier Val-Nord. Comme tu le disais, au sein d'une famille, d'une fratrie de 11 enfants. Quels sont les souvenirs marquants de ton enfance? Ouh là là, les souvenirs d'enfance. Dans ce quartier-là. Il y a plein de choses parce que nous on était dans les cités ouvrières, hein, voilà. Donc avec un tas de marmailles, quoi. Hein. Et là, il n'y avait pas d'identification. Tu es breton, tu es Mougeot, tu es kabyle. On est tous des mômes. Les choses les plus marquantes, c'est la construction des cités des années 70. Hein, fin des années 60, 70, les grandes cités à Sartrouville, la cité des Indes, 500 mètres plus au nord, le Val Nord, hein, qui y a un Val Nord et un Val Sud. C'est la construction des cités et c'est le jeu dans ces grands espaces en construction. Je disais à mes enfants il y a quelques années, je remontais la route qui part de Beson pour aller à Cormeilles et le souvenir que j'avais, et je leur disais, c'est pas votre grand-père, c'est du visuel. De chaque côté, en partant de la grâce de Dieu à Beson, de chaque côté de la route, c'était des vergers. C'était des vergers, des maraîchages, et ça c'est des souvenirs d'enfance parce que le printemps et l'été arrivant, on était une foule de moineaux à aller prendre notre dîme. Il y avait des abricotiers, des cerisiers, on ramenait des fruits qu'on allait chipper dans ces grands vergers, et ça c'est des souvenirs. C'est des bons moments. C'est des souvenirs. On se faisait poursuivre par un paysan. Il y avait des paysans à l'époque. Aujourd'hui, on y est paysan, on imagine 300 km de Paris, mais autour de Paris, il y avait encore la campagne, quoi. Hein. Et jusqu'à Cormeilles, il y avait une laiterie avec des vaches, et ça, c'est les souvenirs de mon enfance, quoi. Tu as grandi dans une banlieue, dans une cité HLM, dans une famille nombreuse, et tout ça, ça construit une identité. Mais pour beaucoup d'enfants immigrés, cette identité, elle est tiraillée entre la culture française et la société dans laquelle on grandit. Cette question du double héritage, toi, tu l'as explorée dans certaines de tes œuvres. Comment toi, personnellement, tu as vécu cette double appartenance? Aujourd'hui, c'est une triple appartenance. Moi, j'ai réglé ça assez tard, en réalité. Hein. Parce que, bon, à travers mes films, les livres, les expositions, je circule beaucoup. Et la première chose qu'on dit aux voyageurs, c'est qui tu es, d'où tu viens. Voilà. Qui es-tu et quelle est ton appartenance?
Et moi, mon appartenance, on me dit de quel pays tu es. Moi, je dis, je viens d'un petit pays qui s'appelle Argenteuil. Voilà. C'est un territoire libéré. C'est dans le Val d'Oise. Ça s'appelle Argenteuil. Et ensuite, on me dit, oui, mais tes parents. Alors, mes parents, c'est autre chose. Mes parents, c'est pas mon identité. Moi, mon identité, c'est celle que j'ai construite et que je construis encore à plus de 60 ans dans mes voyages, dans mes rencontres. Mais mon identité, récemment, en discutant avec un certain nombre d'amis comme moi, d'origine vietnamienne, d'origine algérienne, moi, mon identité, c'est plutôt une identité aujourd'hui. C'est très récent, d'appartenance sociale. Moi, je suis de la classe ouvrière. C'est ça mon identité. Parce que dans toute ma vie, j'ai toujours eu ce repère. Je sais qui sont mes ancêtres. Voilà. Ils sont de l'autre côté de la Méditerranée. Je sais qui sont mes parents, quelles sont leurs histoires. Je sais ce qu'a été le phénomène migratoire. Je sais que nous sommes d'ici. Mais socialement, mon identité, c'est je suis d'un côté de la barricade et c'est ça qui fonde mon identité parce que c'est ça qui fait que je fais des livres, que je fais des films, que j'essaye de me battre dans des associations pour un monde meilleur, pour l'émancipation. Voilà, mon identité, c'est un fils de prolo et identité appartenance à la classe ouvrière. Alors, tu as parlé d'une triple appartenance. Donc, l'appartenance, celle qui vient de tes parents, la France, là tu as vécu. La troisième, c'est... Ouais. La troisième, vous allez découvrir ça. Depuis 40 ans, je fréquente un monde assez extraordinaire qui est le monde kanak. Voilà. J'ai fait des films, j'ai fait des livres. Je suis co-responsable, co-président d'une association qui a été créée en 1982, qui s'appelle l'Association Information et Soutien aux droits du peuple kanak. On se bat pour le respect des Kanaks, pour leur indépendance. Hein, voilà. M'en dis pas trop. Hein. On va aborder ce thème-là. Donc, plus tard. Ma troisième identité, c'est ce monde kanak où j'ai été adopté il y a 40 ans et qui m'a fait changer intérieurement, qui m'a fait changer du point de vue de mon identité, d'une certaine forme de philosophie sur la rencontre, sur la vie, sur la mort, sur l'échange, sur la rencontre surtout, et la relation qu'on peut avoir quand on prend le temps de se rencontrer. En 1986, tu as écrit Les Beurs de Seine, ton premier roman, qui est un roman qui raconte l'histoire de 3 jeunes nés en banlieue parisienne à Argenteuil. Dans ce livre, tu parles de leur vie, de leurs rêves, de leurs espoirs, de leur colère, mais aussi de leurs déboires. Tu abordes aussi des sujets importants tels que le racisme, l'intégration, d'accord, et la quête d'identité, et les difficultés qu'ils rencontrent en grandissant entre 2 cultures, la France et le pays de leurs parents. Est-ce que, selon toi, on va pas refaire l'histoire de ces 3 jeunes et de l'époque dans laquelle ils ont grandi, mais est-ce que, selon toi, ce parcours de ces 3 jeunes-là, on le retrouve dans les jeunes d'aujourd'hui qui partagent le même contexte et les mêmes origines? Oui, je crois. Oui, je crois parce que la société a avancé, hein, 86, nous sommes en 2025, mais les problèmes sont les mêmes. Nous, on était des jeunes qui vivions dans des cités, comme aujourd'hui des millions de jeunes, issus de familles pauvres. Hein. Là, dans les 3 personnages, les Beurs de Seine, c'est des personnages d'origine maghrébine, mais dans les cités, il y a beaucoup encore de jeunes de toutes communautés, familles pauvres, problème d'emploi, recherche sur quel avenir nous offre-t-on ou quel avenir peut-on construire nous-mêmes. C'est ces mêmes problématiques. On est dans une société hier comme au début des années 80 qui est très dure pour les jeunes. Voilà. Moi, je dis ça après 40 ans de recul. Hein. Le racisme s'est complètement installé.
Nous, à notre époque, au début des années 80, il y avait du racisme, il y avait de la discrimination, mais il n'y avait pas un certain nombre de dizaines de députés Front National à l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas chez les politiques des expressions qui auraient heurté tout le monde hier, qui heurtent plus personne aujourd'hui. Les jeunes, même diplômés, qui sont originaires d'un quartier maghrébin ou africain ou pas, hein, voilà, ont des difficultés à trouver du boulot par rapport à leur talent, par rapport à leur formation, par rapport à leur diplôme. Donc oui, 40 ans plus tard, nous on a souffert, mais je pense que cette jeunesse aujourd'hui, elle est aussi en souffrance par rapport à ce que j'ai vécu et par rapport à ce que je vois aujourd'hui. Moi, je vous ai dit, j'ai la chance de circuler beaucoup, donc dans des festivals, dans des cinémas, etc., dans des rencontres, et je vois les jeunes, quoi. Hein, et je vois que c'est les mêmes espoirs que nous on avait il y a 40 ans. C'est-à-dire que tout le monde rêve d'une vie meilleure, tout le monde rêve d'une formation, d'un boulot, et tout le monde, encore et encore, rêve de cette partie invisible qu'on oublie mais qui est important, c'est se faire respecter et la dignité. On ne respecte pas les jeunes aujourd'hui dans les quartiers qu'on appelle les quartiers populaires. Voilà. Alors, on ne les respecte pas, mais ils ont aussi une image négative. D'autant plus que si on est d'origine arabo-musulmane, c'est encore plus présent. Oui, mais qui font de la négativité. Voilà, c'est ceux qui sont contre l'égalité. Bon, voilà, un pauvre, c'est sûr qu'il a tendance à faire plus un jeune pauvre de conneries qu'un jeune riche qui a tout. Voilà, qui a une voiture, qui a droit aux vacances, qui a droit à une formation, etc. C'est de la sociologie. Hein, voilà, et on stigmatise ces jeunes. Parce qu'il y en a qui font des conneries, mais moi je peux vous dire que j'en vois des jeunes qui sont formidables, qui sont qui sont beaux, qui sont pertinents, qui sont dignes, voilà. Et ils cherchent qu'on les respecte. Et voilà. Et ils ont droit à une chance comme tout le monde. C'est pas parce qu'on est des fils de pauvres qu'on n'a pas droit au meilleur. Dans Beurre de Seine, l'histoire se termine tragiquement pour ces trois jeunes. Ils finissent en prison. Si tu devais réécrire ce livre, comment le finirais-tu? Mais dans les trois jeunes, il y a moi, puisque c'est autobiographique, et il y a deux amis qui sont morts. Voilà, qui sont morts. Ils avaient pas 50 ans. Voilà. Et à la question comment je terminerai ce livre, lapsus. Peut-être par quelque chose plus d'espoir, voilà, parce que d'être jeune en banlieue hier comme aujourd'hui, il n'y a pas de fatalité à la désespérance, il y a pas de voilà. Moi, j'ai appris que c'est en se battant qu'on y arrive, c'est en rencontrant qu'on y arrive, c'est en étant exigeant qu'on y arrive, c'est en étant humble qu'on y arrive. Et certainement que je l'écrirai aujourd'hui, il y aurait plus une note d'espoir que la fin tragique des amis dans les bords de Seine que j'ai écrit en 83 et qui est sorti en 86. Quand on parle d'identité ou d'appartenance, on parle aussi de lutte. Et toi, tu ne t'es pas contenté seulement d'écrire ces combats. Tu t'es engagé notamment dans la marche pour l'égalité en 1983. Comment en es-tu venu à t'engager dans cet événement historique? Moi, je suis issu de ce qu'on appelle les banlieues rouges. Alors, ça fait un peu pathos, ça fait un petit peu ancien. Hein. À la question comment j'en arrive à 83, c'est parce que je suis modelé dans les combats pour la dignité. Je suis modelé déjà, on n'arrive pas, on va dire, on va faire la marche pour l'égalité en 83. C'est parce qu'il y a un certain nombre de jeunes hommes et de jeunes femmes qui sont déjà dans le combat pour l'égalité et contre le racisme. Parce que ce qui nous a rassemblés, c'est ça, ce combat
pour l'égalité des droits et contre le racisme. Mais les gens, ils tombent pas du ciel. Alors, il y a des gens qui nous ont rejoints, qui se sont formés dans les débats, dans les rencontres, etc. Mais les gens... moi, j'appartenais au collectif jeune de la région parisienne, qui est un gros collectif qui rassemblait des jeunes femmes et des jeunes gens d'une quarantaine de villes de la région parisienne. Ils tombaient pas du ciel. Ils avaient des engagements et autres. Moi, je parlais de la banlieue rouge parce que, voilà, cet univers a été un moment formateur pour cette jeunesse de banlieue, d'éducation politique, d'éducation culturelle, d'éducation populaire, quoi. Et quand on arrive dans les années 80, on est dans les combats. Hein. La marche, c'est quelque chose de très médiatique, mais on est dans les combats contre les fascistes à l'époque encore, voilà, et on mène toute une série d'initiatives dans nos quartiers pour faire vivre la fraternité. Notre travail et mon travail d'hier et d'aujourd'hui, c'est la fraternité. La marche pour l'égalité a marqué un moment important dans ton engagement. Oui. Mais en réalité, ton engagement a commencé bien avant. Oui. À la fin des années 70, tu apprends que ton père a participé à la manifestation du 17 octobre 1961. Dans cette manifestation, il a été victime de la répression policière. Plus tard, tu as raconté cette histoire, l'histoire de cette manifestation, dans ton film « Le silence du fleuve ». Que raconte ce documentaire? Cette histoire raconte l'histoire d'une injustice. D'un massacre qui n'a pas lieu dans les djebel lointains et invisibilisés de ce qu'on appelle la guerre d'Algérie, mais qui a lieu au cœur de Paris. C'est l'histoire d'une manifestation pacifique de travailleurs et algériens et de leurs familles à Paris, le 17 octobre, un mardi, pour protester contre un couvre-feu raciste. Parce que les gens oublient que nos parents avaient une carte d'identité française. L'Algérie était française. Donc, il y avait la mention français musulman d'Algérie. Bien. Et ces familles, on leur a interdit de sortir. On leur fait un couvre-feu du préfet Maurice Papon en date du 5 octobre. Et ils décident de dire, nous, on n'est pas vos esclaves. On veut l'indépendance de notre pays. On veut se battre pour notre dignité. Et on descend dans les rues de Paris pour nous montrer. C'est un mardi. Ils mettent leur plus belle tenue. Voilà, ils sont endimanchés, les femmes, les hommes. Voilà. Il y a les enfants. Et c'est là qu'il se passe un massacre. Nous sommes en 2025. On ne sait toujours pas le nombre de travailleurs algériens qui ont été assassinés ces jours d'octobre. Plusieurs dizaines, ça c'est sûr. Plusieurs centaines, c'est probable. Mais encore aujourd'hui, on ne sait pas. Personne n'a été poursuivi. Personne n'a été poursuivi. Ce sont les policiers en tenue, les gardes mobiles qui n'étaient pas dissimulés, en tenue, qui ont tiré dans la foule des Algériens, qui ont jeté les Algériens à la Seine, qui les ont parqués comme des chiens au parc Coubertin, au Palais des Sports, à Vincennes, au centre d'autri de Vincennes. Et aujourd'hui, on nous dit, mais c'est du passé. C'est une injustice qui n'a pas été réparée et on se bat pour qu'il y ait la connaissance. Maintenant, c'est fait parce qu'on a fait des livres, mais la reconnaissance de cet événement. Par rapport à la marche de 1983, la première initiative qu'on a fait, alors que la marche avançait sur Paris à l'arrivée le 3 décembre, la première initiative qu'on a fait, c'est un rassemblement le 15 octobre 83 au bord du canal, Saint-Martin. Voilà. Et aujourd'hui, on se bat encore pour la reconnaissance complète de cet événement, de ce crime d'État du 17 octobre 1961. Donc, on a rencontré le président Macron, qui a participé à une cérémonie avec nous. Quand je dis nous, c'est l'association au nom de la mémoire,
que je co-préside avec Samia Messaoudi. On a fait une cérémonie avec le président Macron sur les bords de Seine, à Besançon, justement, parce que il y a en 91, on avait mis une plaque sans autorisation, rappelant les crimes et rappelant qu'on a trouvé des cadavres d'Algériens au pont de Besançon. Et les services de l'Élysée du président Macron nous avaient dit non, cette fois-ci, pour le 60e anniversaire, donc nous sommes en 2021, sur le pont de Besançon, il va y avoir des paroles fortes, etc. Au final, il y a eu des paroles, mais on n'a pas avancé. Mmh. L'Élysée et l'État français continuent à ne pas nommer la police française, à ne pas nommer le ministre de l'Intérieur, à ne pas nommer le Premier ministre, à ne pas nommer le général de Gaulle, en disant tout ça c'est la faute de Papon. Le seul coupable, voilà. C'est Papon. Le seul coupable, avec ses petits bras, il a massacré des dizaines, voire des centaines d'Algériens. Pour nous, citoyens de ce pays, c'est insupportable. Mmh. Voilà. C'est pas une question de demander à la France à genoux pardon, on s'en fout de ça. Voilà. On est des citoyens comme tout le monde, on veut la justice comme tout le monde. On n'est pas des citoyens de seconde zone et on doit ça à nos parents qui sont battus pour leur dignité. C'est une question de dignité, qu'on puisse mettre des mots, qu'on puisse dire les choses. Ça va pas réveiller les gens qui ont été assassinés, mais au moins ça va donner un signe de reconnaissance de cette partie de la population française qui vient de l'autre côté de la Méditerranée et qui construit ce pays. Donc il y a ce besoin de vérité. Il y a ce besoin de justice, parce que tant qu'il n'y a pas justice, c'est quoi une démocratie? C'est quoi une démocratie? Voilà. Il y a une justice pour les uns et une injustice pour les autres. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait justice. Ton combat continue, et ton combat a continué avec d'autres initiatives. En 1989, tu diriges l'association Black Blanc Beurre, 10 ans avant que ces trois mots, Black Blanc Beurre, soient repris en 1998 avec la victoire des Bleus. Oui, voilà. Ouais. Quelle signification ces mots avaient-ils à l'époque? C'est dans un contexte très particulier. C'est un contexte où beaucoup de militants et militantes associatives dans les quartiers prennent en charge d'alphabétisation, prennent en charge la lecture et des dossiers et des papiers, prennent en charge les petits par rapport à leur temps de loisirs pour pas qu'ils restent dans la cité, etc. On est un certain nombre d'associations qui nous mobilisons là où nous vivons pour prendre en charge, pour avoir des activités associatives, d'éducation, voilà, pour toutes les communautés. Pour toutes les communautés, Black Blanc Beurre. Voilà. C'est-à-dire que ça s'adresse pas à nous les petits Algériens, ça s'adresse à voilà. Et ça va donner après une fédération d'associations, surtout en région parisienne, qui va créer la caravane des quartiers. Voilà, ça va être un regroupement de ces associations qui va créer la caravane des quartiers, d'abord en Île-de-France et ensuite au niveau national. Là aussi pour faire une démarche citoyenne, d'aller voir les gens, de travailler avec les gens dans les quartiers populaires de France et de préparer en amont, pendant un an, un gros événement avec des chapiteaux, avec de la musique, avec du théâtre, avec des activités pour les jeunes, avec du débat politique. Hein, parce que nous, on n'est pas des saltimbanques. Hein, voilà. Ce qu'on nous a reproché... on dit, oh, le caravane des quartiers est trop politique. Je dis, et alors, ils voudraient qu'on fasse de la culture de divertissement, alors que nous, la culture, c'était une culture de mobilisation. Tu as évoqué l'association Au nom de la mémoire, que tu co-présides avec Samia Messaoudi. Samia Messaoudi, également peut-être Benjamin Stora, non? Alors, lui, c'est un cofondateur. On a vu l'objectif que tu as évoqué, le rappel du 17 octobre 1961. Y a-t-il d'autres combats que vous menez? Oui, il y a d'autres combats. Là, à la fin de la semaine, il y a un colloque sur le 8 mai 1945. Le massacre de Sétif. Les massacres de Sétif, Guelma, Kerata. Alors là, c'est une autre dimension, parce que le 17 octobre, c'est à Paris, dans une société démocratique. Les massacres de 45, le jour de la victoire contre le nazisme, ça se passe en Algérie.
Mais parce que nous sommes des universalistes, nous pensons aussi que c'est important de dire les choses. C'est important de nommer les choses. Voilà. Les circonvolutions des dirigeants politiques de gauche comme de droite pendant des années, ça les arrange, mais nous, ce qu'on cherche encore, c'est la justice, c'est la vérité. Voilà. Alors, c'est pas intellectuel, hein, cette exigence de justice et de vérité. Mmh. C'est parce que c'est comme ça qu'on peut construire une société où on nous respecte. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le combat de la fraternité, ça passe par la dignité qu'on reconnaît à nos semblables. Et donc, c'est un combat pour la dignité aussi. Alors, ton engagement, on l'a vu, va au-delà de ton histoire personnelle. Il s'inscrit aussi dans un débat plus large sur l'histoire et la mémoire entre la France et l'Algérie. Oui. Et ces sujets sont toujours sensibles et pleins d'émotions. Et là, dernièrement, on a une tension qui se crispe. Quel est ton point de vue sur cette relation France-Algérie? Mon point de vue, c'est que entre la France et l'Algérie, c'est « je t'aime moi non plus ». Voilà. Moi, j'ai jamais... Alors, il y a les racistes, voilà, qui sont anti-algériens, qui sont anti-sénégalais, qui aiment pas l'humain, voilà. Mais j'ai jamais vu dans ma vie militante, artistique, je voyage beaucoup, des gens autant amoureux de l'Algérie que les Français. Voilà. Je parle pas seulement des Pieds Noirs et des descendants de Pieds Noirs. Voilà. Parce que dans ces relations entre la France et l'Algérie, il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu des rencontres, il y a eu des mariages, il y a eu des enfants, je sais pas combien de millions de descendants franco-algériens, des mariages mixtes, voilà, depuis 50 ans. Mais c'est énorme. Et ce qui nous désole, c'est quand, au niveau des États, la politique fait que on met de l'huile sur le feu. Vous savez qu'on a eu en 2011 l'année de l'Algérie, il y a eu partout en France des initiatives. Partout, les archéologues français avec les archéologues, les musiciens, les gens de théâtre, voilà. Ça a été un révélateur de ces liens qu'on peut avoir. Voilà. C'est pour ça que quand Monsieur Retailleau, qui j'espère restera pas trop longtemps ministre de l'Intérieur, énonce des paroles insultantes. Les paroles insultantes, c'est pas contre le gouvernement algérien, c'est contre nous, les citoyens de ce pays. C'est contre nous, les citoyens de ce pays. Parce que les histoires politiques se règlent au niveau des politiques. Mais les paroles insultantes, c'est contre les Algériens et les descendants d'Algériens, et même les Français. Voilà. Et ça, c'est insupportable. Mais je pense qu'on va dépasser ça, parce que les politiciens, ils font que de passer. Voilà. Il y en a qui mettent du beurre dans les épinards, d'autres qui mettent de l'huile sur le feu, mais ils sortent de la cuisine un jour ou l'autre. Voilà. Et lui, il va sortir de la cuisine un jour ou l'autre, et son nom ne restera pas dans l'histoire des gens qui ont contribué à la fraternité entre la France et l'Algérie. Voilà. Alors, il faut renouer le dialogue entre la France et l'Algérie, comme tu dis, au niveau des États, au niveau de la classe dirigeante. Est-ce que tu penses qu'une réconciliation est possible à court terme? Qu'est-ce qu'il faut pour la réconciliation? Il faut qu'on puisse dire ce qui nous a séparés, ce qui nous a blessés. Le fait colonial, c'est quelque chose d'important. Il y a des petits pas. Le président Macron, le fait de reconnaître ce que Ossarès l'a dit.
qu'ils ont tué un des dirigeants de la révolution algérienne, Larbi Menmidi, c'est un petit pas. Le fait qu'il ait reconnu que aussi Maurice Audin a été assassiné par les parachutistes, sympa. Mais disons les choses. Voilà. Disons que, comme Macron le disait avant d'être président, Macron candidat dans son voyage G, disons les choses sur la colonisation. Acceptons l'histoire par rapport au 17 octobre, par rapport à Sétif, par rapport à tous les massacres qui sont tenus au nom de la France. Voilà, on parle du Cameroun, il y a eu Tiaroy, l'histoire de Tiaroy, Madagascar. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Dénoncer des faits historiques. Voilà. C'est l'extrême droite qui dit pas de repentance, on n'a pas à s'excuser. Voilà. Et de temps en temps, ils en sortent une avec la loi de février 2005, les bienfaits de la colonisation. Des fois, c'est plavovien, ces gens-là. Voilà. Mais pour la fraternité entre les peuples, pas seulement la France et l'Algérie, faut dire d'abord ce qui nous a séparés. Il n'y a pas de honte à parler de choses douloureuses. Il n'y a pas de honte. Voilà. Au contraire. Quand le président Jacques Chirac, en 95, dit publiquement ce que tout le monde sait, que le Veldiv, c'est pas les Allemands, c'est la police parisienne. Voilà. Eh ben ça, c'est respecter les gens. Quand le président, pas le président, le premier ministre Lionel Jospin dit en 1997 ce que tout le monde sait, ces jeunes Français fusillés pour l'exemple 100 ans plus tôt en 1917. Voilà, voilà. Le monde s'effondre pas, mais c'est un respect par rapport à ce qui fait sens, ce qui fait commun, ce qui fait payer. Voilà. Parce que il y aurait dans la vision d'un certain nombre de gens, j'ai cité Rotaillot, des gens qui ont droit à l'histoire et à la mémoire, et d'autres gens qui n'ont pas droit à l'histoire et à la mémoire. Non, une démocratie, si on veut le vivre ensemble, le respect, c'est que toutes les histoires doivent être dites. Voilà, toutes les histoires. Il n'y a pas les bonnes, les mauvaises. La France, c'est une grande nation avec plein de belles choses qu'on sait. Il faut qu'on puisse dire le côté noir de cette histoire, qui est la nôtre. Moi, j'ai un passeport français. C'est mon histoire. Et c'est parce que c'est mon histoire que je veux qu'elle soit dite, énoncée et débattue par nos concitoyens. Oui, c'est notre histoire des deux côtés. C'est notre histoire de fait parce que on a nos ancêtres qui viennent d'Algérie et parce que on a été construit ici en France. Bien sûr. Une grande partie de ton travail raconte l'histoire justement entre la France et l'Algérie. Donc tu as parlé du 17 octobre 61, des massacres de Sétif et de Guelma en 45, et tu as évoqué ça en début d'entretien. Et il y a aussi un épisode moins connu, les Algériens déportés en Nouvelle-Calédonie. Et à ce titre, tu as écrit, alors tu as dû faire beaucoup de travail, mais en plus tu disais que tu avais une triple appartenance, et la troisième appartenance était du Kanak. Tu as écrit un livre qui concerne qui s'intitule Les Kabyles du Pacifique. Absolument. Qu'est-ce qui t'a, alors justement, maintenant, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers cette histoire-là. Alors, avant de vous dire ce qui m'a poussé il y a 3 jours au Théâtre National de Sartrouville, il y a la pièce Khalidoun. Voilà. Abdel Wahab Safsaf, c'est l'ancien directeur du théâtre de Saint-Étienne. Là, c'est le directeur du théâtre. Et il a monté cette pièce de théâtre magnifique, et il s'est inspiré de mon travail. Tout à fait, magnifique. Et à chaque fois qu'il fait qu'il montre la pièce, il est un des seuls à dire d'où ça vient. Parce que mon travail, il a beaucoup été pillé. Je m'en fous, voilà. C'est pas bon, voilà. Ça. Mais lui, à chaque fois, il dit, voilà, j'ai lu le livre de Mehdi Lalaoui, Les Kabyles du Pacifique, cette histoire de rencontre il y a 170 ans entre les Kanaks,
les Algériens et les communards, et il en a fait une pièce qui est magnifique, qui va passer à Nancy, qui va passer à Nancy, qui va passer en mars à Lille, qui va passer à Marseille, qui passe à Bourg-en-Bresse. Il faut aller voir parce que je vous dis tout à l'heure ce mot qui m'est cher, la fraternité. C'est une pièce sur la fraternité. Il y avait pas de téléphone, il y avait pas de fax, il y avait pas d'internet, et les gens pouvaient entre eux communiquer, faire des choses. Alors, ce qui m'a amené à cette histoire, c'est après la marche de 83, épuisé, je décide d'aller en Nouvelle-Calédonie pendant quelques mois, et c'est là où je rencontre les Algériens du Pacifique, quoi. Voilà. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en rentrant, je demande à Benjamin Stora et à Madeleine Ribériou, qui était spécialiste, qui était une historienne, c'est quoi les traces? Et il y avait très très peu de choses. Il y avait qu'un livre qui est sorti en 1895 du commandant Louis Rhin sur l'insurrection d'Émokranie. Voilà. L'insurrection, c'est en 1871 pendant la Commune de Paris. Hein. Ils ont été, les Algériens et les communards, déportés sur les mêmes bateaux. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et le déclencheur, c'est à l'île des Pins, qui est un lieu d'internement des communards et des Algériens. Je vois sur le cimetière des communards Akli Ben Mamar et Tarek Ben Aziz. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là, voilà, je vais me lancer aux archives d'Aix-en-Provence, aux archives diplomatiques de Nantes, voilà, sur une recherche qui va mettre 5 ans. Voilà. Benjamin, il dit, mais fais-en un diplôme de doctorat d'histoire. Je dis, non, moi voilà, il y a quelqu'un qui a jeté une ligne avec un hameçon et moi j'ai pris l'hameçon et ça a été un travail extraordinaire que j'ai mis en livre et en film. Voilà, et qui s'intitule Les Kabyles du Pacifique. Alors, on l'a en livre, on l'a en film, on l'a en spectacle. Oui, en spectacle, avec le spectacle de Safsaf. Et depuis ce temps, ben, je fréquente le monde kanak. Et comme moi, je suis un fils de colonisé, je peux pas faire semblant. Quand je vais en Nouvelle-Calédonie, je suis aux côtés de ce tout petit peuple. Ce petit peuple en nombre, parce qu'ils sont 100 000, mais ce grand peuple qui se bat pour son indépendance. Alors, il faut rappeler que tu t'es intéressé aux Algériens qui ont été déportés en Nouvelle-Calédonie, mais tu ne t'intéresses pas qu'à des Algériens. Non. Tu t'intéresses aussi aux Néo-Calédoniens dans leur globalité. Bien sûr, je m'intéresse je suis comme vous, hein, certainement, ça se sent, on aime les gens, quoi. Voilà. Et quand on va à la découverte, mais la Nouvelle-Calédonie, c'est un choc, parce que c'est 20 000 kilomètres d'ici. Hein. Quand les Algériens et les communards sont déportés en Nouvelle-Calédonie, ils mettent 6 mois de bateau pour arriver là-bas. Ouais. Nous, en 24 heures, Paris-Tokyo, Tokyo-Totuta, en 24 heures, on y est. Mais c'est un autre monde, le monde du Pacifique. La gestion du temps et cette question de rencontre. Quand on va chez les Kanaks, il y a un geste obligé qu'on appelle la coutume. C'est un don de tissu, de monnaie, de tabac. Voilà. Il y a les gens de la tribu, on rentre dans une tribu en faisant un geste. C'est symbolique. Voilà. Mais on dit qui on est, d'où on vient. Et il y a un petit échange, voilà. Et là, ça ouvre toutes les portes. Et ça, cette coutume, c'est quelque chose, c'est pas de la politesse. C'est quelque chose de très très profond parce qu'il y a la présence des ancêtres. Et moi qui suis cartésien, voilà, ben j'y crois parce que voilà, il y a une force, il y a un respect, on sait où on va, on sait d'où on vient et on sait que derrière il y a des esprits qui nous accompagnent. Alors ces Algériens qui ont été déportés, donc maintenant ils ont des enfants, voilà, et plusieurs générations qui sont arrivées par la suite.
Est-ce que tu en as rencontré? Est-ce que tu Oui, bien as sûr. échangé avec eux et comment ils se sont enracinés Ils sont enracinés comme tous les bagnards ou les déportés. C'est-à-dire que c'était une île habitée par les Kanaks. Donc, on a chassé les Kanaks. Et les Algériens, c'était des politiques ou des droits communs. Pour les déportés de la commune ont été amnistiés en 1880. Les déportés algériens n'ont pas été amnistiés en 1880, alors que ce sont des politiques. Ils ont été amnistiés en 1895 sous condition de résidence obligatoire. Voilà. C'est pour ça qu'il y en a qui n'ont pas demandé l'autorisation et qui se sont évadés. Tout à fait. Donc Cheikh Aziz. Donc un est parti en Arabie Saoudite. Ouais. Il est passé par Sydney, c'est Cheikh Aziz, c'est le fils de Cheikh Aziz, le grand chef de la confrérie des Rahmaniya d'insurrection de 1871 en Algérie. Les Algériens, la Nouvelle-Calédonie est composée de descendants de Japonais, d'Indonésiens, de Wallisiens, d'Européens. Ils sont intégrés en tant que Calédoniens. Le plus célèbre de ces Algériens, descendants d'Algériens, c'est Tayeb Haïfa. Jean-Pierre ou Tayeb Haïfa, il a repris son nom algérien, voilà, c'est un monsieur de 85 ans. Ses filles, par exemple, sont mariées dans les tribus Kanaks. Ses petits-enfants, c'est des petits métis Kanaks. Voilà. Ils sont intégrés à la société dans laquelle ils sont nés, ils ont vécu, voilà quoi. Alors, est-ce que leur évolution, elle suit le même parcours que celle comme toi et moi, en France, qui sommes enracinés ici? C'est différent parce que nous, en 1 heure d'avion, 1 heure et demie, on est de l'autre côté de la Méditerranée. Alors que eux, c'est à 20 000 kilomètres. Et pendant des années, en 14-18, en 30-45, il y avait plus de contact avec les choses se sont distendues. Il faut attendre les années 80, 86 exactement, pour qu'il y ait une délégation d'Algériens, de descendants d'Algériens, qui viennent en Algérie retrouver les familles. D'accord. Quelque chose d'extraordinaire. Oui. C'est clair. Donc c'est vrai qu'il y a la distance, mais ma question était plutôt dans la transmission. Est-ce que la transmission de la langue, de la culture, persiste encore? Alors, assez régénéré, parce que pour aller à l'école publique, il fallait un nom chrétien. Donc, on voit bien ça dans le cimetière de Nessadiou en Nouvelle-Calédonie. On voit les premières tombes début du 19e siècle avec des patronymes algériens. Et brusquement, on voit ces patronymes algériens avec des prénoms chrétiens, etc. Dans les années 80, avec la revendication kanak, il y a cette appropriation, pas seulement par rapport aux descendants d'Algériens, de leur histoire. Et ils disent, mais nous... nos noms, c'est Tayeb, c'est Aziz, c'est Fatima. Et depuis les années 80, on redonne aux descendants d'Algériens leur prénom d'origine. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de filmer les derniers locuteurs en arabe ou en kabyle. Nés en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est le film Les Kabyles du Pacifique, je l'ai fait en 1995. C'était des gens qui sont nés en Nouvelle-Calédonie, mais dont les parents sont nés au 19e siècle. Voilà, voilà. Et qui ont pu transmettre la langue. Et dans le film Les Kabyles du Pacifique, il y a monsieur Ahmed Boufnesh, qui est un vieux broussard, comme on dit, vieux paysan calédonien, qui parle en arabe. En arabe algérien. Voilà. Le dialecte algérien. Voilà. Et Madame Ben Mamar aussi, Aïcha Ben Mamar, aussi, une éloquence pas aussi précise que Monsieur Boufnesh, mais elle sait compter, ça, c'est des gens qui avaient entre 80 et 90 ans, qui sont nés en Nouvelle-Calédonie et qui ont gardé, voilà. Mais ils font des choses qui sont reprises aujourd'hui. La sadaka,
comment s'appelle la charité des musulmans. Mhm. Voilà. Certains ont gardé la pratique du Ramadan. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est dans la vallée de Nessaidiou, les vieux broussards, les vieux agriculteurs de cette vallée-là, euh, euh, dont les parents sortaient du bagne. Il y avait un monsieur, Prati, son père, il sortait du bagne. Quand je l'ai interviewé, il avait 90 ans. Il parlait l'arabe couramment. D'accord. Les gens de la vallée, ils parlaient la langue, voilà. Et ils avaient des noms français, ils parlaient arabe. Voilà. Parce qu'ils étaient ils étaient ensemble, ils avaient des cultures ensemble, ils se marient ensemble, ils font les fêtes ensemble, et donc ils ont gardé la fantasia, ils ont gardé donc je te disais la sadaka, le geste de charité, que font les musulmans, le ramadan, et ça a traversé les siècles et c'est repris dans les années 80. Ils font venir un imam. Hein, ils créent une mosquée à Dessadiou. Voilà, il y a des cours d'arabe. Voilà. Cette quête d'identité, cette quête de recherche de d'où on vient, qui est importante sur un siècle. Hein. Alors moi personnellement, c'est une histoire que je ne connaissais pas. J'en ai entendu parler, mais je ne connaissais pas. Et en allant voir le spectacle de Abdelwahab Safsaf, là j'ai pris une claque. Déjà parce que c'est magnifique, et aussi parce que voilà, c'est un pan de notre histoire que je ne connaissais pas. Alors on n'a pas eu le temps de faire le point sur toutes les questions de mémoire que tu as évoquées dans tes documentaires, dans tes livres. Est-ce qu'il y a un pan de l'histoire que tu n'as pas encore écrit ou documenté, que tu aimerais? Moi, je me concentre sur ce qui est mon fil, hein, mémoire urbaine, mémoire ouvrière et mémoire d'immigration, mémoire coloniale. J'avais depuis très très longtemps l'intention de travailler sur 14-18, mais je l'ai fait pour le centenaire de la Grande Guerre. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance d'interviewer des vieux messieurs des Antilles qu'on fait la Somme, qu'on fait Verdun, et qui vous parlent à la première personne de la guerre de 14-18. Et ça, la guerre de 14-18, j'ai des grands-parents côté maternel et paternel. Voilà, ça a été pour moi, comme pour beaucoup de descendants de ce pays de France, hein, quelque chose de très emblématique. C'est la grande boucherie, quoi. Et j'ai mis des années. Et quand il y a eu le prétexte du centenaire de la Grande Guerre, 14-18, je me suis dit, ça, j'y pense depuis des années. Je collecte des choses à droite à gauche. Il y a eu un déclencheur qui a permis de travailler sur cet événement-là. J'ai beaucoup de chantiers en cours. Hein, Frantz Fanon, la Nouvelle-Calédonie, les trajectoires migratoires aujourd'hui, terribles. Voilà. J'ai beaucoup de travail pour un certain nombre d'années et voilà. Alors moi, il y a une histoire qui m'a personnellement interpellé, c'est suite à la lecture du livre d'Alice Zeniter sur l'art de perdre, sur les enfants de Harkis. Pas sur les Harkis en eux-mêmes, parce qu'on peut toujours avoir une discussion en fonction de patriotisme que l'on a ou pas, mais sur le sort des enfants de Harkis. Est-ce que tu as déjà pensé un jour écrire sur leur sort? C'est un projet qui est écrit. J'ai fait pour France Télévisions une série qui s'appelle En finir avec la guerre. Et au lieu de parler de la guerre d'Algérie, 1er novembre 54, les barricades, la rue d'Isly, l'OAS, 58, De Gaulle, etc. J'ai écrit 6 volets sur des choses que des gens ne connaissent pas, par exemple le manifeste des 121, hein, voilà, sur les porteurs de valises, porteurs d'espoir, c'est un comédien qui s'appelle Jacques Charby, paix à son âme, voilà, sur les anciens appelés,
hein, qui m'a valu une étoile de la SCAM et d'autres prix. Le film s'appelle En finir avec la guerre, il reprend le titre de la série. Sur la guerre vue par les Algériens, parce que la guerre d'Algérie est toujours vue par les Français. Bon, c'est la guerre vue par les Algériens. Voilà. Donc, sur les pieds noirs. Et il y avait un volet sur les harkis. Voilà. Mais on m'a pas pris ce volet-là, donc je l'ai écrit parce que bon, moi je suis un enfant de nationaliste algérien, hein, voilà. Mais dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de gens comme moi qui qui ont vécu dans des camps, à camp de Bias, etc., qui ont les mêmes histoires que nous. En réalité, hein, de discrimination, d'identité, de recherche de dignité, etc. Et on ne l'a pas pris, quoi. C'est une histoire Voilà. sensible. Ah, mais c'est qui mérite, une histoire. qui doit être écrite. Mais bien sûr. Et par un descendant d'Algérien, voilà, sans esprit de tordu ou de revanche ou autre. C'est une histoire qui vaut toutes les histoires. Mais bon, c'est pas impossible que je le fasse. Toutes les histoires sont à raconter. Voilà. Toutes les histoires sont racontées. Moi, c'était plutôt le sort de ces enfants ouais. qui n'ont rien demandé, en fait. Ouais. Alors, là, on arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Mehdi, d'avoir accepté mon invitation, de nous avoir fait part un peu de la mémoire, notamment entre la France et l'Algérie, de nous avoir fait part aussi un peu d'une question d'identité. Si tu pouvais laisser un message à nos auditeurs, lequel serait-il ? Le message que je laisserais, c'est que on vit tous dans ce beau pays, avec des gens formidables, mais il y a des nuages noirs qui s'amoncellent à l'horizon. Voilà. Et ces nuages noirs sont porteurs de mépris, sont porteurs de dissension, sont porteurs de choses négatives. Et moi, le message que j'aurais à dire aujourd'hui, c'est où qu'on soit, à la place qu'on soit, de continuer d'ouvrir les yeux. Mais ça suffit pas. Ouvrir les yeux, ouvrir les cœurs, aller à la rencontre, discuter avec les gens, leur dire que c'est pas l'exclusion, c'est pas le racisme qui fait que on aura quelque chose en plus. Voilà. C'est la fraternité, le message, toujours. Voilà. Et qu'on est dans une société qui a un potentiel énorme et que c'est en se parlant, en se rencontrant, en faisant commun qu'on arrive à régler les problèmes. Moi, je crois à ça. Je pense qu'il faut ouvrir les yeux, plus que jamais aujourd'hui, et ouvrir les cœurs en même temps. Merci beaucoup, Mehdi, pour cette belle rencontre. Merci de votre invitation. Merci.